de vos travaux à Stanford, parce que vous êtes vous enseignez à Stanford au département de communication. Mais moi, ce que je vois chez vous, c'est plutôt de la sociologie. Je suis peut-être comment dirais-je, je suis peut-être toujours influencé par les premiers travaux. Vous êtes allé voir dans les juridictions comment on utilisait les algorithmes. Et donc, je pense que c'est un travail qui, pour nous, qui travaillons entre le droit et les mathématiques, c'est extrêmement important de vous entendre parce que, précisément, c'est un travail qui est rarement fait. Et je pense, le logiciel Compass et tant d'autres, suscitent beaucoup d'émoi à juste titre, mais c'est encore mieux quand on va y voir. Alors, je précise que vous avez publié à Princeton UP très récemment, c'est cette année, hein, un livre sur Metrics at Work, Journalism and the Contested Meaning of Algorithms. Donc, on est en plein dans notre sujet. Donc, la question du journalisme et de la signification des algorithmes, on pourrait dire du travail avec les algorithmes, parce que vous êtes actuellement à l'Institut d'études avancées de Paris, donc tout à côté de chez nous, c'est d'autant plus rageant, parce qu'on est à une encablure. Bon, et donc, merci de nous parler ce soir de votre sujet, le sujet dont on a convenu ensemble, qui traite précisément du travail avec les algorithmes en lien avec la justice. Donc, il faudra être discipliné, on commence à intégrer la discipline, donc chacun est prié de couper son micro et de se servir de la petite du chat pour poser des questions ensuite à Angèle Christin. Angèle, à vous la parole. Merci beaucoup Antoine pour cette généreuse introduction. C'est un plaisir d'être ici et en particulier parce que à la base, si je me souviens bien, on avait une date au printemps dernier, oui. Juste avant le début du confinement. Qui avait été annulée. Donc, bon, entre-temps, le monde a pas mal changé, mais enfin, c'est comme ça. Et donc, alors, un petit mot donc peut-être sur mes travaux. Antoine en a très bien parlé. Donc, moi, j'ai été formée en sociologie. Je suis ethnographe. Donc je m'appuie principalement sur des entretiens, des observations. Et ethnographe du travail. Et donc, j'ai commencé avec un livre sur les comparutions immédiates quand j'étais encore en France. Puis après, j'ai été faire ma thèse aux États-Unis et maintenant, je travaille principalement sur l'utilisation des algorithmes dans les pratiques de travail des gens et en particulier des professions, on va dire, institutionnalisées comme le journalisme, la justice pénale, etc. Donc, je vais commencer. Et maintenant, en fait, je suis plus à Paris, je suis au Nouveau-Mexique. Donc ça c'est la partie plus, on va dire, exotique. Je suis de retour aux États-Unis et je suis désormais à Santa Fe, où alors, je suis en train de faire cette opération toujours un peu délicate qui consiste à mettre mon PowerPoint. Est-ce que tout le monde peut voir? Oui? Oui, c'est parfait. Ok, super, impeccable. Parce que comme c'est en plein écran, hélas, moi je vois plus rien, donc je parle dans la boîte noire. Donc il faudra me faire signe par audio si jamais il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors, donc ma présentation aujourd'hui va porter sur mes travaux sur les algorithmes prédictifs et leurs usages dans la justice pénale américaine. Alors, au cours des 5 dernières années, il y a eu une multiplication d'articles journalistiques et de couvertures médiatiques sur la question des algorithmes prédictifs aux États-Unis, avec des titres comme ceux que vous voyez ici. Est-ce que les peines d'incarcération doivent être basées sur des crimes qui n'ont pas encore été commis? Le biais des machines, il y a des logiciels qui sont utilisés pour prédire les crimes futurs et ces logiciels sont biaisés contre les Africains-Américains. L'intelligence artificielle envoie des gens en prison et se trompe dans le processus, etc. Donc, des titres assez évocateurs et qui vraiment révèlent un certain nombre d'inquiétudes sur, on va dire, le rôle et les responsabilités qui se définissent entre les humains et les machines.
Et une façon dont moi je vois un peu ces titres, c'est un peu en termes de métaphore, un peu de science-fiction, avec, on va dire, deux œuvres de fiction qui reviennent assez régulièrement. Terminator, donc le robot implacable qui a décidé que vous devez mourir et qui ne renoncera devant rien. Il n'y a pas d'appel, pas de recours, la décision a été prise et c'est une machine, on ne peut pas discuter. Voilà. Et de l'autre, Minority Report, donc le livre puis le film, donc ici avec Tom Cruise, avec cette multiplication de données euh, mais qui peuvent néanmoins se tromper, hein. Donc ça, c'est évidemment tout le scénario de Minority Report, que les données peuvent se tromper, les prédictions peuvent se tromper, et on peut prédire des crimes à l'avenir qui en fait n'auront pas lieu, même si en fait dans le film ils ont lieu, etc. Et donc dans ces métaphores, ce qu'on voit, c'est une sorte de peur du remplacement des humains par des machines et du type de, on va dire, système démocratique ou antidémocratique dans lequel on vivrait du fait de ce remplacement. Alors aujourd'hui, je vais expliquer pourquoi il me semble que cette formulation ou cette compréhension du rôle des algorithmes prédictifs dans la justice pénale est problématique et trompeuse. Trompeuse pour trois raisons différentes. Alors, la première, c'est que loin d'être nouveau, la plupart de ces modèles, la plupart de ces techniques sont certes plus sophistiquées maintenant qu'elles ne l'étaient à l'époque, mais en fait ont toute une histoire qui remonte notamment aux années 30 aux États-Unis et au développement de l'école de Chicago. Donc essayer de retracer un peu cette histoire du développement des algorithmes prédictifs dans le système pénal américain. Ensuite, je parlerai un petit peu de la façon dont ces modèles prédictifs sont construits et d'un ensemble de critiques qui peuvent être faites sur ces modèles et on va dire leur impact sur la chaîne pénale, sur la prise de décision pénale, etc. Et enfin, je parlerai de ma propre recherche, donc ma recherche ethnographique que j'ai menée dans 3 tribunaux aux États-Unis, en passant du temps donc avec les procureurs, les juges, les travailleurs sociaux, les avocats, etc., pour essayer de comprendre les usages qui sont faits de ces algorithmes et c'est là-dessus que je conclurai, expliquer pourquoi les problèmes que posent ces algorithmes ne sont pas exactement ceux que l'on pourrait croire. C'est pas nécessairement Terminator, c'est quelque chose d'autre, mais ça veut pas dire évidemment que c'est totalement neutre. Je pense que ces logiciels posent des problèmes, mais pas exactement le problème Terminator. Donc commençons par, on va dire, l'histoire de ces technologies de prédiction de la récidive aux États-Unis. Alors, il me semble que lorsqu'on regarde d'un peu plus près la façon dont ces technologies sont développées, on peut noter 3 étapes assez différentes où, on va dire, ces technologies statistiques ont joué un rôle distinct dans, on va dire, le dialogue entre système pénal et criminologie et sciences sociales. Donc, l'utilisation de méthodes statistiques et quantitatives pour prédire le crime commence vraiment dans les années 1930 dans le département de sociologie de l'école de Chicago, qui est, comme vous le savez peut-être, l'un des endroits où la sociologie américaine a vraiment pris son essor. Et notamment avec un chercheur dans ce département qui s'appelle Ernest Burgess et qui, un peu, on va dire, dans une sorte d'inspiration foucaldienne, enfin pré-Foucault, non, pardon, durkheimienne, c'est ce que je voulais dire, on va venir à Foucault un peu plus tard, chercher à comprendre, à dire, bon, alors, comment peut-on faire sens du crime, comment peut-on faire sens des délits, et comment peut-on analyser la criminalité comme un fait social total, donc ça, c'est là où Durkheim revient, c'est-à-dire au-delà des circonstances individuelles, mais en regardant, on va dire, les structures sociales et économiques qui permettent de mieux comprendre les déterminants et donc, à partir du moment où on comprend les déterminants, permettent de prédire quels sont le type d'individus, le type de quartier, le type de groupes sociaux qui sont les plus à même de commettre des crimes. Et donc, Ernest Burgess, dès les années 30, a commencé à travailler avec plusieurs juridictions dans le comté Cook County. Donc, Cook County, c'est le comté, la juridiction autour de Chicago, pour analyser leurs données, développer des tableaux statistiques et essayer de prédire quels étaient les quartiers et quels étaient les groupes sociaux
qui seraient les plus à même de commettre des crimes à l'avenir. Alors, donc ça, c'est la première étape de cette histoire et c'est vraiment, on va dire, voilà, un mouvement durkheimien en disant le crime ou la criminalité n'est pas, et bon, évidemment, en 2020, ça semble presque évident, hein, mais dans les années 30, de dire la criminalité n'est pas un facteur individuel, il y a des sortes de lois sociales, des lois sociologiques qui permettent de comprendre d'où ça vient et où ça va. Deuxième étape de cette histoire, qui remonte aux années 1970 et 1980, et à propos sur les années 1930 et l'école de Chicago, je recommande vigoureusement les travaux de Bernard Harcourt sur ce sujet, qui est désormais à Columbia et également à l'EHESS, si je ne me trompe pas, et qui a publié un livre excellent qui retrace cette histoire, notamment à l'école de Chicago, qui s'appelle Against Prediction. Alors, deuxième étape, les années 1970 et 1980, et le développement de ce qu'on appelle en anglais les Risk Assessment Tools, donc les outils d'assessment, d'évaluation du risque. Alors, pour remonter aux années 70 et 80, il faut comprendre que c'est, on va dire, l'âge d'or de l'époque ou du paradigme de réhabilitation des prévenus et des criminels, avec l'idée que si jamais on met tout le monde en parole et probation, ça va permettre de réintégrer les prévenus et ensuite les personnes qui ont été jugées dans la société. Et donc, avec ce paradigme de réhabilitation d'un côté et de l'autre, le développement d'une nouvelle discipline en sciences sociales, qui est la discipline de criminologie, qui vraiment prend son essor dans la deuxième moitié du XXe siècle, on voit le développement de nouvelles méthodes quantitatives, dues notamment à l'arrivée des ordinateurs, hein, et peut-être les personnes ici se souviendront du tout début des ordinateurs et des sondages et des analyses quantitatives avec les cartes perforées, etc. Mais on parle bien de ça dans les années 70, où on peut utiliser ces méthodes quantitatives pour mieux définir quels sont avec des techniques statistiques, les besoins des prévenus en termes de ressources et de réhabilitation. Et donc, au niveau des années 70 et 1980, on commence à voir la naissance de ces Risk Assessment Tools avec un certain nombre de variables, souvent, donc casier judiciaire, type de délit, informations sociodémographiques, etc., afin d'estimer et de quantifier les risques futurs et les besoins des prévenus avec, on va dire, des échelles allant généralement de 1 à 10. Alors, ce qu'on voit dans les années 70 et 80, c'est l'évolution et la complexification de ces outils qui vraiment cherchent pas tellement à mettre les gens en prison, hein, pour caricaturer, mais plutôt à estimer quels sont les prévenus et les catégories de prévenus qui seraient les plus à même de bénéficier des problèmes de réinsertion, des programmes de réinsertion. Et donc, c'est plutôt pour, on va dire, identifier les personnes qui sont à risque faible que identifier les personnes qui sont à risque fort et qui doivent être incarcérées. Donc, c'est plutôt pour, par exemple, des programmes de remise en liberté conditionnelle, etc. Et donc, on voit dans les années 70 et 80 une évolution. Dans les années 70, les modèles, on va dire, prédictifs sont en général assez simples. C'est souvent des fiches, des feuilles de papier avec des checklists où on coche, et vous avez tous sans doute à un moment dans votre vie rempli ce genre de formulaire, on coche des choses et puis à la fin on additionne. Et si jamais on arrive à plus de 5, par exemple, on rentre dans une certaine catégorie. Alors que si jamais notre score total est à moins de 5, on est dans une autre catégorie. Donc, c'est vraiment on va dire, des systèmes assez basiques avec uniquement des variables statiques, donc ce qui s'appelle des variables statiques pour les criminologues qui travaillent sur ces questions, c'est-à-dire uniquement liées à l'histoire pénale du prévenu qui ne peut pas être changée. Donc, uniquement son passé pénal, etc. Alors que dans les années 80 et 90, on voit l'émergence de modèles plus complexes, de bases de données plus, on va dire, longues et plus larges, et l'incorporation de variables dites dynamiques, donc c'est-à-dire où, en fait, des questions sont posées aux prévenus, pour essayer d'estimer notamment, par exemple, ce qui aux États-Unis s'appelle les antisocial behavior, donc les comportements antisociaux, c'est-à-dire en gros d'essayer de faire une estimation psychologique du prévenu. Ça pose tout un tas de problèmes, j'y reviendrai dans quelques minutes, mais donc on va dire des modèles plus compliqués. Et enfin, dernières étapes de cette histoire, pour ne pas passer trop de temps, c'est, on va dire, le 2.0 moment avec l'émergence des bases de données massives, des big data,
des algorithmes d'apprentissage automatique et du mouvement de réforme de la justice pénale. Et ici, vraiment, on voit des deux développements qui, je pense, doivent être compris ensemble pour mieux faire sens de l'émergence de ces algorithmes, de ces nouveaux algorithmes, de la raison pour laquelle ils sont sur le devant de la scène en ce moment. C'est-à-dire, d'un côté, des développements techniques sur les big data, les analyses computationnelles plus sophistiquées, dont l'apprentissage automatique, et de l'autre, une situation politique exceptionnelle, qui est cette situation de réforme de la justice pénale. Alors, je vais en parler un tout petit peu parce que il me semble que c'est quelque chose qui est très souvent oublié, notamment dans la couverture médiatique de ces algorithmes en mode Terminator. Aux États-Unis, en ce moment, il y a, on va dire, une sorte de consensus bipartisan, donc à la fois chez les démocrates et chez les républicains, que l'incarcération de masse doit diminuer. Alors, ce qui est intéressant dans ce consensus, c'est que les gens se mettent d'accord sur ces questions pour des raisons très différentes. Du côté des libéraux, des démocrates, c'est souvent pour des questions de civil rights, donc de droits civiques, et qui tiennent à l'impact et les mécanismes extrêmement discriminatoires de la justice pénale aux États-Unis. Et vous pouvez voir notamment sur le graphique en bas à gauche que les hommes noirs sont massivement plus touchés par l'incarcération de masse que toutes les autres catégories et plus généralement enfin, là c'est une catégorisation par race et genre, mais également par niveau de revenus, que ça touche principalement les hommes noirs pauvres et les familles noires pauvres dans la société américaine actuellement, avec un chiffre par exemple très frappant qui est qu'un homme noir sur 12 entre 25 et 56 ans est actuellement incarcéré. Donc voilà, avec l'idée que donc des tas de sociologues comme Michel Alexander et Loïc Vacan, par exemple, ont comparé l'incarcération de masse aux États-Unis au système de l'esclavage ou au système du Jim Crow, c'est-à-dire un système macroéconomique qui vise à contrôler la population noire et à contrôler notamment les hommes noirs comme étant vus comme facteurs de troubles sociaux et politiques. Donc voilà, un grand mouvement de critique de l'incarcération de masse et de son fonctionnement discriminatoire aux États-Unis, avec l'idée qu'il faut arrêter d'envoyer ces gens en prison, ça suffit. Mais alors, ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est également que les républicains, qui ne partagent pas nécessairement enfin, ou en tout cas pas exactement en ces termes, ces préoccupations sur les droits civiques et sur l'inégalité et les biais racistes, eux s'inquiètent principalement du coût budgétaire de l'incarcération de masse, avec l'idée, bon, comme vous pouvez voir ici, hein, c'est pas surprenant, avec l'incarcération de masse, le budget lié aux corrections, comme ça s'appelle aux États-Unis, a explosé au cours des 30 dernières années, avec certains chiffres frappants. Par exemple, en Californie, en 2017, l'entretien et le maintien d'un prisonnier coûtait environ 90 000 $ par an. Donc, typiquement, les républicains sont également dans un mouvement de dire il faut mettre fin à l'incarcération de masse, nous n'avons plus les moyens budgétaires de payer cet ensemble de coûts. Alors, donc on a ce consensus entre des acteurs politiques qui ont des buts très divers autour de l'idée qu'il faut libérer des gens ou en tout cas arrêter d'incarcérer. Mais la question c'est comment est-ce qu'on fait quand on veut arrêter d'incarcérer? C'est compliqué, les institutions ont leur façon de faire. Il y a des biais, c'est compliqué de changer, et il y a également des risques politiques, c'est-à-dire que se passe-t-il en cas de récidive, surtout violente, surtout dans un contexte où les magistrats sont élus. C'est plus facile de dire qu'il faut arrêter d'incarcérer que concrètement d'arrêter d'incarcérer. Et donc la solution, ou une des solutions en tout cas, tient à l'utilisation des algorithmes. Alors, une façon dont moi je vois ces choses-là, et je serais enchantée d'en discuter avec des personnes qui ne sont pas nécessairement convaincues, c'est que ce qui se passe en fait dans ce contexte politique actuel, donc de consensus sur les problèmes de l'incarcération de masse, mais sans, on va dire, route claire sur comment réformer ce système, une solution, c'est de dire, tiens, on n'a qu'à externaliser aux algorithmes.
C'est-à-dire que si jamais il y a des risques politiques qui sont liés au fait de mettre en œuvre concrètement cette limitation des taux d'incarcération ou cette baisse des taux d'incarcération, voyons voir si jamais des solutions technologiques ne peuvent pas nous aider. Et comme ça, on va dire, ça nous permet de bouger le risque des humains vers les machines et de dire, ah, c'est pas moi, c'est l'algorithme qui a pris cette décision. Alors, c'est ce qu'on voit aux États-Unis, on va dire depuis environ 10 ans, avec cette métaphore donc, qui vient du baseball, de Moneyballing Criminal Justice. Donc, si jamais vous n'avez pas vu le film Moneyball, je le recommande vivement. Donc, c'est comment l'industrie, le coaching dans le secteur du baseball a complètement changé avec l'utilisation des big data. Mais on voit la même métaphore aux États-Unis. Et donc là, par exemple, j'ai mis une capture d'écran d'un article de Anne Milgram, qui a été procureure du New Jersey avant de commencer à travailler pour une fondation où ils ont développé un algorithme prédictif d'estimation du défaut de comparution au tribunal. J'y reviendrai dans une seconde. Mais voilà, avec l'idée que smart statistics have changed baseball, healthcare and many other industries. Why haven't they changed crime and punishment? Donc, on peut utiliser les données, les algorithmes, pour prendre des décisions objectives. Et ici, c'est quelque chose que moi, je regarde pas mal dans mon travail, c'est cette idée que les machines sont plus objectives que les humains, et donc on peut se servir des machines pour, on va dire, remédier ou corriger ou guérir les biais des humains. Et donc ça, c'est vraiment une sorte de métaphore du solutionnisme technologique, c'est-à-dire si on a un problème, qui va être compliqué à résoudre pour des raisons politiques, sociologiques, etc. Voyons voir si on ne peut pas tout externaliser à une machine et voir si jamais ça change les choses. En général, ça ne change rien, mais on peut toujours essayer. Donc, on en est désormais là. Alors, du fait de cette configuration particulière, on voit désormais aux États-Unis une multiplication des algorithmes prédictifs dans les juridictions partout autour du pays. Donc, il y a désormais plus de 60 outils ou 60 algorithmes prédictifs qui sont utilisés dans presque toutes les juridictions et à chaque étape de la procédure pénale. Donc, au moment de la détention provisoire, au moment du jugement, au moment de la probation, etc. Et par ailleurs, également pour la délinquance sexuelle, pour les violences conjugales, pour la délinquance juvénile. Enfin, il y en a vraiment plein pour tout un ensemble de cas et de domaines particuliers. Alors, je vais vous montrer plusieurs exemples de à quoi ressemblent ces algorithmes parce que il me semble que regarder un peu le détail de la façon dont ils sont construits est très important pour comprendre ce qu'ils font. Alors, le plus, on va dire, un des algorithmes qui a vu le plus de critiques au cours des 5 dernières années est cet algorithme qui s'appelle COMPASS, dont je vous montre une capture d'écran ici. COMPASS, c'est un acronyme pour Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions. Ce n'est pas un algorithme nouveau, il a plusieurs dizaines d'années, il a été créé à la base par des universitaires qui ont ensuite monté une compagnie. Donc, c'est créé par une compagnie qui gagne de l'argent. Enfin, c'est pas une association à but non lucratif et qui est utilisée dans de nombreuses juridictions aux États-Unis. Au moment de la probation, principalement, enfin, de la mise en probation, mais également désormais au moment du jugement. Alors, ce que vous pouvez voir ici, c'est que la façon dont cet outil fonctionne, c'est avec un questionnaire détaillé qui est administré aux prévenus et qui pose tout un ensemble de questions, plus de 120 questions, donc c'est un questionnaire tout à fait détaillé. Et ensuite, comme vous pouvez voir peut-être en bas à droite, il y a un petit bouton qui dit « Calculer ». Et donc, lorsque vous calculez, vous avez une page avec un code couleur, voilà, qui vous donne une échelle de risque, enfin de score en termes de risque. Et donc, vous pouvez voir qu'il y a tout un ensemble de risques différents qui sont mesurés. Donc, il y a le risque de récidive violente, le risque de récidive générale, le risque de défaut de comparution. En fait, donc le troisième, la pre-trial release risk, c'est défaut de comparution au tribunal au moment de l'audience. Et donc, on voit que 1, ça veut dire low risk, ça veut dire risque faible, et 10, risque fort. Et après, il y a tout un ensemble d'autres risques qui sont développés, mais qui sont des risques, on va dire, de ce qui s'appelle les besoins criminologiques, donc criminogéniques. Donc c'est-à-dire de quoi est-ce que cet individu aurait besoin, enfin, quels sont ses besoins et qu'est-ce qu'on devrait faire pour éviter la récidive. Je retourne à la page d'avant, juste pour que vous puissiez voir. Vous pouvez voir que les questions qui sont posées aux prévenus sont assez, on va dire,
subjective en termes de la formulation. Donc, par exemple, ici, vous pouvez voir un ensemble de questions où la personne qui fait passer l'interrogatoire, le questionnaire, qui est en général un travailleur social, demande au prévenu de lui parler de ses amis. Donc, parlez-moi de vos amis, avec qui est-ce que vous passez du temps, comment sont-ils, quel genre, est-ce que vos amis ont déjà eu des problèmes, pourquoi, est-ce que vos parents aiment bien vos amis, pourquoi pas, est-ce que vous voyez vos amis plutôt à l'école ou plutôt ailleurs, et ensuite un ensemble de questions sur estimer la proportion de vos amis qui ont arrêté l'école, sont en décrochage scolaire, boivent, vendent des drogues, utilisent des drogues, sont affiliés à des gangs, ont été arrêtés, etc. Et ici, on voit bien que c'est un ensemble de questions et de données qui vont rentrer ensuite dans le calcul du score, mais c'est des questions qui, indéniablement, on va dire, vont avoir des réponses très différentes en fonction du milieu social du prévenu. Et notamment, par exemple, quand on voit que les taux d'arrestation sont beaucoup plus élevés pour les Africains américains aux États-Unis que pour les Blancs, la dernière question, estimez la proportion de vos amis qui ont été arrêtés, concrètement, indépendamment du casier judiciaire du prévenu, si le prévenu est noir, la réponse va être très différente de ce qu'elle pourrait être si le prévenu était blanc. Bon, je passe sur Compass, c'était juste pour vous donner une idée. Ici, je vous donne un exemple d'un autre outil prédictif d'estimation de la récidive qui est utilisé dans l'État de Virginie et qui est utilisé au moment de la justice. Alors, attendez, j'ai un petit problème de terme, de la justice pre-trial, donc au moment, enfin, avant l'audience et afin d'estimer le défaut de comparution, dans le moment de la détention provisoire, j'ai retrouvé, pour estimer le défaut de comparution, donc c'est-à-dire le fait que le prévenu ne se présente pas au tribunal pour son audience s'il a été mis en liberté conditionnelle, en liberté provisoire. Et donc ici, vous pouvez voir qu'il y a tout un ensemble de variables qui doivent être entrées dans le logiciel et qui sont surtout sur, on va dire, les charges, les poursuites, le casier judiciaire, défaut de comparution dans le passé, est-ce que la personne a fait des actes de violence, où est-ce qu'ils habitent, est-ce que le lieu d'habitation a été vérifié, est-ce que la personne a un emploi ou non, est-ce que c'est un aidant, donc est-ce qu'il a des personnes à charge ou non, est-ce qu'il consomme de la drogue ou non, et pareil, vous avez un bouton en bas à droite qui dit calculer le risque, et à la fin, vous avez un score, pareil, qui va de 1 à 10. Je vous montre un dernier logiciel, juste pour que vous ayez l'ensemble, on va dire, de la gamme. Donc, vous avez vu Compass, qui est le premier, le plus détaillé, celui qui est utilisé le plus fréquemment et celui qui a le plus de critiques. Ensuite, cet outil en Virginie, qui est seulement utilisé en Virginie et dans quelques juridictions dans des États voisins et qui est seulement pour la mise en détention provisoire et qui est plus limité. Et ici, je vous montre un peu l'outil le plus récent, donc, qui s'appelle le PSA Court et qui a été développé par donc cette Anne Milgram, notamment, ancienne procureure du New Jersey, dont je vous ai parlé précédemment, en lien avec une association à but non lucratif qui s'appelle la Arnold Foundation, et qui est très impliquée dans les questions de réforme de la justice pénale et notamment avec le but de mettre fin ou de limiter de façon significative la mise en détention provisoire. Et donc l'idée ici, c'est d'utiliser pareil un algorithme de prédiction de failure to appear in court, donc FTA, donc c'est-à-dire est-ce que la personne va se présenter pour l'audience ou pas, et avec l'idée d'utiliser très peu de variables, c'est-à-dire notamment uniquement ou principalement l'âge, le sexe et l'histoire criminelle et le casier judiciaire. Donc avec l'idée qu'en utilisant uniquement ces trois variables, on aura un modèle qui est plus transparent, qui est moins complexe et qui a potentiellement moins de biais. Et après, vous avez la même chose, c'est-à-dire un score qui va de 1 à 6. Et 6, ça veut dire risque élevé, et 1, ça veut dire risque faible. Et à la fin, vous avez une recommandation. Vous pouvez voir ça en bas à droite. Release not recommended. Donc, on ne recommande pas la mise en liberté avant l'audience. Bon. Voilà, donc ça, c'est des modèles. Donc, je voulais vous montrer ça juste pour vous donner une idée du fait notamment qu'il y a une grande diversité dans les logiciels qui sont utilisés aux États-Unis. Donc, ce n'est pas seulement un algorithme, ce n'est pas un Terminator, c'est plein d'algorithmes, plein de logiciels. Certains sont très sophistiqués, certains sont
très simples, d'autres sont un peu plus, on va dire, à l'ancienne, comme celui-là, hein, ça ressemble, voilà, c'est plutôt un logiciel des années 90. Bon, donc voilà, donc il y a beaucoup de variations dans les outils eux-mêmes. J'en viens désormais aux critiques et également ensuite à ma recherche. Alors, tout d'abord sur les critiques. Ces différents instruments ont provoqué de nombreuses analyses et critiques, à la fois par des journalistes, par des universitaires et par des community organizers et des organisations qui représentent notamment les prévenus et les prisonniers, des personnes incarcérées. En termes des critiques sur les modèles, c'est-à-dire sur la façon dont ces algorithmes sont construits, on peut en lister, je pense, 4 principales. Et je vais passer assez vite, mais je pense que c'est important de commencer par comprendre ce qui est problématique avec ces modèles avant d'en venir à ce que moi j'ai étudié plus directement, c'est-à-dire les usages. Alors, 4 critiques. 2 premières critiques, opacité et discrimination. Alors, la première considération tient à l'opacité de ces outils. Alors, pourquoi opacité? Ici, on voit plusieurs raisons. Tout d'abord, ces outils sont souvent construits par des compagnies privées qui ont la propriété intellectuelle de ces algorithmes et qui ne la partagent avec personne, en expliquant que du fait de cette propriété intellectuelle, c'est de l'argent et donc ils n'ont aucun intérêt à le partager ni avec les magistrats, ni avec les juridictions, ni avec les journalistes, ni avec le public. Donc, on n'a pas accès au code, on n'a pas accès aux données, on ne sait pas comment ces algorithmes sont construits et donc on ne peut pas les auditer. On ne peut pas voir si jamais concrètement il y a des biais ou pas. Ça, c'est un énorme débat, notamment avec Compass et la compagnie qui construit Compass, donc qui s'appelait Northpoint et maintenant qui s'appelle Equivant, et qui refuse de partager les données ou les codes ou les équations avec les chercheurs en disant que c'est leur propriété privée et qu'ils n'ont aucun intérêt à le faire. Bon. Deuxième aspect de cette opacité, c'est le côté boîte noire des algorithmes et qui tient au fait que c'est très compliqué pour une grande majorité de gens et en particulier pour les personnes incarcérées de comprendre ces modèles parce que c'est des modèles quantitatifs complexes qui sont écrits en code avec des équations et que la grande majorité, notamment des personnes qui sont concernées quand même par ces algorithmes, c'est-à-dire à la fois les personnes incarcérées, les prévenus et d'une certaine façon les magistrats qui les utilisent, ne sont pas formés à lire du code, à lire des équations et potentiellement à raisonner en termes statistiques. Troisième aspect, un ensemble de ces, je suis encore sur l'opacité, hein, mais différentes facettes de cette opacité. Certains de ces modèles utilisent des algorithmes d'apprentissage automatique, donc de machine learning, qui changent constamment au fur et à mesure du temps et des nouvelles données qui sont introduites dans l'algorithme. Et donc, personne ne sait, pas même nécessairement les ingénieurs et les statisticiens qui ont développé ces algorithmes, qu'est-ce qui se passe à un moment T. Et enfin, opacité au sein des tribunaux, au sens où les prévenus et les personnes incarcérées ne sont en général pas au courant de leur score, ne savent pas qu'ils ont un score attaché à leur personne, et les avocats, notamment, n'ont en général pas accès au score. Donc, un ensemble de problèmes d'opacité au sein, on va dire, de la chaîne pénale. Ce qui veut dire que c'est très dur d'avoir des possibilités de contestation ou de recours, à la fois de la part des prévenus, mais également de la part de la société civile, de la part des médias, de la part des chercheurs. C'est très compliqué d'auditer ou de contester les scores de ces algorithmes du fait de leur opacité. Deuxième aspect, la discrimination. Alors, un ensemble d'analyses, en dépit de ces difficultés liées à l'opacité de ces algorithmes, un ensemble d'analyses menées par des statisticiens et des informaticiens examine les codes et les formules utilisées par ces algorithmes prédictifs et montre que ces algorithmes sont de fait biaisés contre certains groupes sociaux et ethniques, principalement les Africains-Américains dans le contexte américain, qui reçoivent des scores systématiquement plus élevés que les Blancs. Alors, ici, c'est un mécanisme au final assez simple qui tient au fait qu'au final, externaliser des problèmes politiques et sociaux complexes à des machines ne marche quasiment jamais parce que les machines ne font que répéter ce que leur disent les données qui leur ont été transmises et sur lesquelles elles sont fondées. Et donc ici, c'est un mécanisme que les chercheurs qui travaillent sur les algorithmes connaissent bien, qui s'appelle le garbage in, garbage out. C'est-à-dire, si jamais on rentre des données problématiques
dans un algorithme, les résultats qui vont sortir sont problématiques. Dans le cas des algorithmes de prédictive de la récidive, on a entraîné ces algorithmes et on les fait travailler sur des bases de données qui sont l'ensemble des cas et de dossiers jugés au cours des 30 dernières années dans les juridictions américaines. C'est exactement le problème qu'on essayait de régler à la base, c'est-à-dire le fait que ces juridictions, pour tout un ensemble de raisons structurelles, sont extrêmement discriminatoires envers les Africains-Américains. C'est donc pas une surprise que les algorithmes, à la fin, disent de façon systématique que les Africains-Américains ont des risques de récidive plus élevés que les Blancs. Ça tient à la structure des données qui ont été elles-mêmes façonnées par des systèmes discriminatoires au cours des dernières décennies. Et donc, la façon dont ça marche en général, c'est avec l'utilisation de variables qui fonctionnent par proxy, c'est-à-dire que la variable de race n'est en général pas rentrée dans ces algorithmes pour des raisons constitutionnelles, enfin d'inconstitutionnalité, mais d'autres variables qui sont utilisées dans ces algorithmes, comme par exemple les codes postaux, fonctionnent en fait comme proxy, c'est-à-dire comme variable qui est très corrélée avec la variable raciale dans le contexte américain où les quartiers sont extrêmement ségrégés et donc en fait permettent de retrouver ou de réinventer, on va dire, la discrimination raciale alors même que la variable n'est pas utilisée aux États-Unis. Donc, cette idée que avec ces algorithmes prédictifs qui, vous vous souvenez, j'en ai parlé auparavant, étaient vus comme une façon de remédier ou de guérir les humains de leurs biais, hein, au final, se retrouvent à très souvent reproduire exactement les mêmes inégalités. Bon. Et donc, je peux en parler beaucoup plus. Il y a eu tout un débat là-dessus, notamment avec ProPublica. Voilà, donc je voulais juste vous montrer ça. Donc, en fait, l'article qui vraiment a fondé cet ensemble de travaux sur le potentiel discriminatoire de Compass, notamment, c'est un article qui a été écrit par Julia Engwin, qui est une spécialiste de la discrimination dans les systèmes algorithmiques, et qui montre avec une analyse statistique que, alors c'est un débat assez complexe, mais que les algorithmes sont biaisés contre les Africains-Américains, mais d'une façon spécifique. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que ProPublica a mis les données, ils avaient recoté tout un ensemble de données en s'appuyant sur un système de recours où on peut avoir accès à des données des juridictions en faisant des demandes de FOIA, donc Freedom of Information Act, au cours de 5 ans. Et donc ensuite, ils ont mis ces données publiques et tout un ensemble de statisticiens et d'informaticiens ont commencé à analyser ces mêmes données et de dire, ah, en fait, la façon dont vous avez mesuré le biais algorithmique, c'est compliqué. Bon, je ne rentre pas dans les détails pour le moment, mais je vous recommande vigoureusement de lire, si ça vous intéresse, à la fois l'article de Julia Engwin et de ses collègues, et également la réponse qui a été faite par des informaticiens et des collègues à moi à Stanford, notamment Sharad Goel. Et vous pouvez voir ici une version assez brève qui a été publiée dans le Washington Post, dans le blog Monkey Cage, qui s'occupe particulièrement des statistiques. Bon, donc tout un débat sur est-ce que les algorithmes sont biaisés et de quelle façon ils sont biaisés, mais ce qui est assez clair, c'est que ces algorithmes, du fait des données sur lesquelles ils s'appuient, ont tendance à traiter les Africains-Américains de façon différente que d'autres groupes sociaux. Je pense qu'indépendamment de la façon dont on mesure ce qu'on appelle équité ou ce qu'on appelle biais, il y a un traitement particulier du fait des données historiques sur lesquelles ces logiciels s'appuient pour certains groupes raciaux et notamment les hommes noirs aux États-Unis. Je continue. Deux autres critiques qui ont été faites contre ces modèles, et je vais un peu plus vite parce que je veux en venir à ma propre recherche ethnographique. Donc, un autre ensemble de critiques tient à cette idée de système à deux vitesses. Et donc, ça, c'est ce qu'un certain nombre de chercheurs, dont moi et certains de mes collègues, ont développé, c'est l'idée que ce qui est intéressant avec ces algorithmes, enfin intéressant, plutôt inquiétant, c'est qu'ils sont surtout développés pour en fait les violences urbaines et les petits délits, donc misdemeanors, right? Et en fait, bon, évidemment, c'est normal, c'est parce que c'est ces délits-là qui encombrent les juridictions et qui, c'est un peu l'équivalent des comparutions immédiates que j'avais étudiées dans les années 2000, c'est-à-dire qu'il y a besoin, en fait, où il y a cette idée que parce que ces dossiers sont assez simples, et parce qu'ils sont assez répétitifs, et parce qu'il y en a beaucoup, on peut se servir de ces algorithmes pour prendre des décisions plus rapidement et pour augmenter, on va dire, l'efficacité des magistrats
des procédures et des audiences pour ces petits délits. Donc souvent violence urbaine, souvent usage et vente de stupéfiants, etc. Mais ce qu'on voit et ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, il n'y a pas du tout le même développement d'algorithmes pour, on va dire, typiquement, des formes de délinquance qui touchent principalement les personnes blanches et ou à revenus élevés. Donc, par exemple, on ne voit pas d'algorithmes prédictifs dans le domaine de la criminalité financière. Et donc, en fait, ce qu'on voit se développer ici, c'est un peu l'idée où, pour les cas simples, donc concrètement, les cas qui impliquent souvent des populations à revenus faibles et souvent les populations noires aux États-Unis sur tous les petits délits, la petite délinquance liée aux violences urbaines et aux stupéfiants, on voit que les algorithmes sont de plus en plus utilisés pour prendre des décisions, donc avec une sorte de standardisation et d'industrialisation de la prise de décision pénale, alors que pour toutes les formes de délinquance qui sont, on va dire, principalement dans les classes supérieures et pour les blancs, la classe moyenne, etc., on ne voit pas le même développement d'algorithmes. Et donc, ça pose une question de est-ce qu'on se dirige vers un système, et ça, ce n'est pas uniquement le cas dans la justice pénale, c'est le cas également, on va dire, dans les universités, dans le domaine médical, dans le domaine de la police, etc. On voit un système à deux vitesses, un système humain où en fait on peut contester, on peut discuter, on peut négocier et qui serait réservé uniquement aux classes supérieures et aux blancs, et un système automatisé, industrialisé, algorithmique, où aucune contestation n'est possible pour les classes populaires et les minorités. Un troisième aspect de critique. Et enfin, un dernier ensemble de critiques qui me semble très important parce que ça a à voir avec la complexité de ce qu'on essaye de mesurer. Et ça a à voir avec cette idée de prophétie autoréalisatrice. Donc, la question ici, c'est de dire est-ce que ces algorithmes prédictifs, au final, ne créent pas les problèmes qu'ils disent analyser? Et donc, comment ça? Eh bien, si jamais un algorithme classifie quelqu'un comme étant à haut risque, cela augmente mécaniquement les chances d'incarcération. C'est le rôle de ces algorithmes. Mais l'incarcération, dans le contexte américain, ça marche aussi dans le contexte français, sont des lieux de sociabilisation à la criminalité. Par ailleurs, comme de nombreux sociologues ont montré, lorsqu'on a un casier judiciaire, c'est beaucoup plus compliqué, notamment dans le contexte américain où les données judiciaires sont très faciles à accéder. C'est beaucoup plus compliqué de trouver un emploi, une résidence, etc. Et donc finalement, c'est pas une surprise pour les personnes qui sont ici, les prévenus ont beaucoup plus de chances de récidiver du fait de ces expériences. Et donc de confirmer les prédictions de l'algorithme, données qui ensuite vont être réintégrées dans l'algorithme afin d'encore plus, on va dire, amplifier ces prédictions. Donc voilà, donc opacité, discrimination, système à deux vitesses, prophétie autoréalisatrice. On va dire que ça, c'est l'ensemble des problèmes qui émergent quand on regarde les modèles qui sont utilisés pour ces algorithmes prédictifs. Alors, j'en viens désormais à ma propre recherche, et c'est toujours un peu triste d'arriver à ma recherche tout à la fin, mais je pense que c'est très important de comprendre à la fois l'histoire et les modèles utilisés pour ces algorithmes prédictifs pour comprendre pourquoi la question des usages et des pratiques est vraiment importante. Alors, donc de mon côté, excusez-moi, je vais juste baisser ça pour avoir un petit peu moins de soleil. Donc, je suis ethnographe, comme je l'ai dit, et j'avais déjà travaillé sur la façon dont les magistrats prennent des décisions judiciaires. J'avais fait ça notamment en 2005-2006, donc dans la suite des émeutes urbaines à Paris, en faisant un terrain dans plusieurs tribunaux de la région parisienne, et notamment à Créteil, où j'avais fait des entretiens avec des magistrats, des observations d'audience et des observations du travail des magistrats et des juges pour comprendre comment ils prenaient des décisions dans le contexte de la comparution immédiate, donc contexte, encore une fois, de contentieux de masse, de petite délinquance, où il y avait beaucoup de flux. Et l'un des résultats principaux dont je parle dans mon livre, enfin il y en a deux, mais le premier, c'est qu'en fait, ce n'est pas une seule décision, c'est en fait plein de décisions qui sont enchevêtrées les unes dans les autres. Donc, c'est cette idée de chaîne pénale, donc qui commence avec la police et qui finit, on va dire, avec l'incarcération, mais où chaque segment de la chaîne judiciaire prend des petites décisions
mais qui au final s'accumulent les unes avec les autres et dans le cas de la comparution immédiate ont tendance à mener à l'incarcération, parce que c'est un peu la destinée, on va dire, la procédure est un peu, on va dire, il y a des nudges, quoi. C'est-à-dire, elle tend vers l'incarcération. Bon, je pourrais en parler plus s'il y a des questions. Et par ailleurs, cette idée de raccourci cognitif, dont je parle pas mal dans le livre, c'est-à-dire comment est-ce que dans un contexte où on n'a pas beaucoup de temps et on n'a pas beaucoup d'énergie, parce qu'il y a tellement de dossiers, comment est-ce que les magistrats, on va dire, au final, en viennent à catégoriser les cas, et notamment une des choses que je montre, c'est qu'ils ont tendance à, lorsqu'ils sont fatigués, à dire, au final, il n'y a que deux cas, il y a les cas à problème et il y a les erreurs. Et pour les cas à problème, donc pour les prévenus à problème, il faut incarcérer parce que c'est des problèmes, ça va toujours être un problème, ça va continuer à être un problème. Quand on incarcère, au moins ce sera plus mon problème. Et l'erreur, qui évidemment vient souvent avec, on va dire, des considérations sociales. C'est-à-dire, souvent, c'est ah, ben, il y a un petit jeune homme, mais qu'est-ce qu'il fait là? Ah, tiens, ses parents sont là. Ah oui, bah, il est en classe préparatoire. Bon, bah, c'est une erreur. Allez, on va pas envoyer en prison. C'est absurde. Mais donc, au final, voilà, du fait de cette pression constante en termes de flux, de temps limité, de défaut d'attention, etc., cette idée de cas à problème et d'erreur deviennent un peu les pôles opposés qui permettent aux magistrats de structurer leurs décisions. Bon, alors, quand j'ai vu l'émergence de ces algorithmes prédictifs aux États-Unis, évidemment, ça m'a intéressé du fait de ce travail précédent sur les motivations et les raccourcis qui rentrent dans la prise de décision pénale. Et donc, pour examiner la façon dont les juges se saisissaient, les juges et les procureurs se saisissaient de ces algorithmes prédictifs, j'ai mené une enquête dans plusieurs tribunaux américains, donc entre 2014 et 2018, un sur la côte Est, un sur la côte Ouest et un dans le sud des États-Unis. Et j'ai mené également 24 entretiens avec des juges, des procureurs, des avocats, des greffiers, des travailleurs sociaux, etc. Et plus de 300 heures d'observation où j'ai examiné l'ensemble de la chaîne entre la préparation des dossiers, les audiences, etc. Alors, à partir de cette enquête, quels sont les principaux résultats qui émergent quand on regarde la façon dont les juges et les procureurs aux États-Unis se servent de ces algorithmes prédictifs? Sachant que dans tous les tribunaux que j'ai étudiés, il y avait plusieurs algorithmes prédictifs qui étaient utilisés. En général, il y en avait entre 3 et 5 qui étaient utilisés dans l'ensemble du tribunal de grande instance. Alors, dans l'ensemble, les points principaux qui émergent sont les suivants. Tout d'abord, un fort manque de confiance des magistrats envers les outils prédictifs. Et donc ça, c'était quelque chose que j'ai trouvé au final très intéressant, c'est-à-dire qu'il y avait une sorte de grand écart entre ce que disait l'administration des tribunaux, qui disait « Ah oui, 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 on se sert beaucoup de ces technologies prédictives, ça nous aide énormément, on est à la pointe de la modernité, on se sert des big data, évidemment, etc. » Et ce que disaient en fait les magistrats au sol, on va dire, les juges et les procureurs en juridiction qui exercent et qui se montraient beaucoup plus critiques. Alors que disaient les juges et les procureurs? Ils disaient, bon, tout d'abord, on ne comprend pas d'où viennent ces outils. On ne comprend pas comment ils sont construits. Ils sont construits par des compagnies privées qu'on ne connaît pas. Au final, ce sont tous des fonctionnaires qui disaient je suis rentré dans la justice pénale parce que j'ai une mission de service public d'une façon ou d'une autre. Je ne comprends pas pourquoi je devrais utiliser ces outils qui sont construits par des compagnies privées, qui sont complètement opaques et dont je ne comprends pas la façon dont ils prennent des décisions. Donc au final, dans ce manque de confiance des magistrats, il y avait également une sorte de répertoire de professionnalisme, disant, bon écoutez, moi je suis juge depuis 30 ans, je sais prendre des décisions sur des cas, je ne vois pas pourquoi je devrais faire confiance à une machine dont le fonctionnement m'est opaque. Je n'ai pas été formée en statistique, je ne comprends pas d'où vient le code, je ne comprends pas comment c'est fait. Je fais confiance à ma propre intuition, à ma propre lecture du cas, plutôt qu'à ce que dit l'algorithme. Bon. Donc, un premier aspect sur un manque de confiance très, très discursif, enfin, je veux dire, qui se manifestait beaucoup dans les discours des magistrats, disant vraiment, on ne voit pas pourquoi on devrait s'en servir, dans toutes les juridictions que j'ai étudiées. Deuxième aspect qui est lié à des outils prédictifs qui finalement sont peu utilisés. Alors, ça, c'était tout à fait fascinant parce que je suis rentrée à chaque fois dans ces juridictions en disant
ah, moi, je veux regarder la façon dont vous étudiez, dont vous utilisez les algorithmes prédictifs. Et la plupart des juges et des magistrats et des procureurs disaient les algorithmes prédictifs. Quels algorithmes prédictifs? Moi qui disais les algorithmes prédictifs, vous savez, Compass et tout ça. Les administrateurs du tribunal m'ont dit que vous en aviez plusieurs et qu'ils étaient tous utilisés. Et là, les juges et les procureurs disaient ah oui, ça. Ah oui, on s'en sert jamais. Non, non, ça sert à rien. Alors, donc en fait, ce qui se passait, et ça c'était quelque chose que j'ai trouvé fascinant, c'est que donc les pre-trial officers, donc les travailleurs sociaux dans les départements de détention provisoire, remplissaient ces algorithmes, faisaient passer les questionnaires, calculaient le risque, etc. Ensuite, ils imprimaient une feuille avec les scores, donc allant de 1 à 10. La feuille était ajoutée au dossier, donc des dossiers de 200 pages, elles étaient ajoutées vers la page 170 et personne ne s'y référait jamais dans les juridictions que j'ai étudiées. Alors, évidemment, mon analyse est une analyse ethnographique, donc elle n'est pas représentative. Il y a certains tribunaux, je pense par exemple au tribunal de San Francisco, où les algorithmes prédictifs sont utilisés de façon beaucoup plus systématique. Donc je ne dis pas que ce que j'ai observé s'applique à tous les tribunaux et permet de prédire ce qui va se passer à l'avenir. C'est pas représentatif. Mais je pense que ça permet un peu de relativiser cette idée d'une justice terminator. C'est-à-dire qu'au final, c'est une feuille de papier avec une information quantitative qui est ajoutée à un dossier où il y a 200 feuilles de papier et les dossiers sont trimballés d'un endroit de l'audience, un endroit du tribunal à l'autre, etc. Une exception que j'ai observée, c'était notamment lors des négociations de la peine, donc des plea bargains dans le plaidé coupable entre avocats et procureurs, où de temps en temps, les avocats ou les procureurs s'appuyaient sur ces risques, sur ces scores, pour justifier leur position et on va dire négocier l'un avec l'autre. Donc ça, c'est la seule exception. Mais par contre, les juges ne le mentionnaient jamais et de façon générale semblaient assez ignorants ou assez peu intéressés par ces scores. Troisième résultat tient à la manipulation des instruments. Alors, ça, c'était quelque chose qui était tout à fait intéressant parce que si vous vous souvenez, l'un des arguments pour utiliser ces algorithmes, c'est qu'ils permettent de prendre des décisions de façon plus objective que les humains. Alors, de ce point de vue-là, un des résultats qui, moi, m'a beaucoup intéressé, c'est lorsque j'ai été voir ce qui se passait au niveau des travailleurs sociaux qui travaillaient dans les départements de mise en détention provisoire, donc pre-trial justice, dans les juridictions américaines. Et tous les travailleurs sociaux donc, qui remplissent ces logiciels et qui calculent les scores à longueur de journée m'ont expliqué, tous assez volontiers d'ailleurs, qu'à force d'utiliser les outils, ils savaient très bien quelles étaient les variables qui comptaient le plus. Et que, en fait, un ensemble de ces variables était au final assez subjectif. C'est-à-dire que entre une réponse qui allait provoquer un score très élevé pour un prévenu et une réponse qui allait provoquer un score moins élevé pour le prévenu, il était possible pour eux d'ajuster à la marge afin d'obtenir le score qu'ils pensaient approprié étant donné le prévenu. Et donc, au final, un résultat que moi je trouve fascinant, c'est-à-dire que le pouvoir discrétionnaire n'est pas du tout diminué, juste il change de place. Et dans ce cas-là, au lieu d'être au niveau des magistrats, qui sont formés, bon, pour le meilleur et pour le pire, mais qui sont formés à la prise de décision pénale, ce pouvoir discrétionnaire, en fait, passe aux travailleurs sociaux qui, eux, ne sont pas nécessairement formés à prendre ces décisions et pourtant peuvent manipuler ces instruments et savent très bien le faire. Et donc, en conclusion, et c'est le dernier résultat sur cette question de résistance et de déplacement dans les usages des algorithmes prédictifs, il me semble que l'un des résultats que moi je trouve particulièrement intéressant en parlant en tant qu'ethnographe, c'est qu'il y a un écart marqué entre les usages souhaités et les usages réels de ces algorithmes prédictifs dans les juridictions. Pour l'administration des tribunaux, pour les personnes qui créent ces algorithmes prédictifs, l'idée, c'est que ces technologies prédictives permettent de rationaliser la prise de décision judiciaire, de la rendre plus objective et plus efficace. Mais quand on regarde les usages réels, ce qui se passe au niveau des bureaux des juges
et des procureurs, des salles d'audience et des départements de mise en détention provisoire sont assez différents de ces prédictions optimistes. Et au final, ce qu'on voit, c'est pas tellement une éradication du pouvoir discrétionnaire, mais plutôt un déplacement de ce même pouvoir vers des endroits inattendus et des endroits souvent opaques, c'est-à-dire dans ce cas-là, les pretrial services dans les juridictions américaines. Je conclus. Donc, dans cette présentation, j'ai introduit les algorithmes prédictifs utilisés dans la justice pénale américaine et j'ai montré qu'en dépit on va dire, du cadrage médiatique en termes de Terminator et de Minority Report, la réalité de ces outils est assez différente, à la fois en termes de construction des modèles et en termes d'usage. Et donc, j'ai développé un ensemble de critiques à la fois sur les modèles et sur les usages qui permet de mieux comprendre la façon dont, on va dire l'impact concret de ces technologies sur la prise de décision pénale aux États-Unis. En conclusion, j'aimerais insister sur 2 points. Le premier tient à la nature proprement politique de cette nouvelle technologie de quantification. Et c'est quelque chose dont je parle assez souvent avec mes collègues informaticiens à Stanford. Les big data et les algorithmes d'apprentissage automatique sont souvent présentés, et on l'a vu ici, comme des technologies neutres, des technologies impartiales, objectives, efficaces, modernes. C'est l'avenir. Mais en réalité, et comme on le voit dans le secteur pénal, mais on peut le montrer dans plein d'autres cas, le déploiement de ces instruments, de même que la façon dont ils s'installent dans des réseaux de pratiques d'acteurs, pose des questions complexes. Et donc, dans le cas des algorithmes de prédiction de la récidive, je pense qu'une des questions politiques qui vraiment les inspire, c'est quels sont les modèles de justice que nous souhaitons pour le futur. Et comment est-ce que ces modèles de justice et ces valeurs sur la façon dont la justice est administrée sont incorporés et ensuite oubliés lorsqu'ils rentrent dans à la fois les algorithmes et la façon dont ils sont utilisés dans les juridictions. Le deuxième point, et le point final sur lequel j'aimerais insister en conclusion, c'est que je pense qu'il est très important de continuer et de développer des approches qualitatives des technologies de quantification. Et donc, je pense que quand on étudie les big data, quand on étudie les algorithmes, quand on étudie les plateformes, il faut tout un ensemble d'approches, des approches quantitatives, des approches juridiques, etc. Mais il faut également comprendre les contextes organisationnels et les contextes de pratique dans lesquels ces technologies s'inscrivent. Et ici, je pense que l'un des résultats qui émerge dans l'ensemble de mes travaux, c'est que les algorithmes en pratique sont assez différents en général de l'esprit des algorithmes. Et donc, c'est souvent dans les détails de l'application et des usages de ces technologies que se nichent certains des aspects les plus problématiques et certains de ces aspects qui doivent être le plus régulés et contrôlés à l'avenir. Voilà, j'ai fini. Et je vous montre quelques références au cas où vous seriez intéressé et vous aimeriez en lire un peu plus.